Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce premier numéro de la deuxième saison de Vous à moi. Aujourd'hui, nous recevons une grosse pointure de la musique ivoirienne. Notre invité est reggaeman, auteur, compositeur, interprète, animateur radio et écrivain. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 90 et a rapidement gagné la sympathie du grand public pour son mélange unique de reggae, raga, hip-hop, proche de ses racines culturelles. Ses textes sont politiquement engagés. Impliqué dans des œuvres associatives et humanitaires, il participe à de nombreux projets produits par des organismes internationaux. Il s'agit d'un auteur prolifique qui a à son actif 7 albums. Tu tournes film, l'un des titres de son dernier opus Rag Africa, défraie la chronique en ce moment car certains l'accusent de s'en prendre au pouvoir en place. Conan Guillaume à l'état civil, Kadjim pour les mélomanes, est sur le plateau de Vous à moi. Avec lui, nous parlerons de sa riche carrière musicale et de son actualité. Ce numéro de Vous à moi a été enregistré dans les décors naturels du somptueux boutique Hôtel Pavillon. Bonjour Kadjim. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis heureux d'être là. Tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. On sent beaucoup d'engagement dans votre musique. Vous êtes très critique vis-à-vis des dirigeants africains. Pourquoi avoir donné cette orientation à votre carrière? Non, ce n'est pas moi qui donne l'orientation. C'est-à-dire que le jour où je choisis le genre musical que je pratique, l'orientation est toute choisie. Je veux dire, si je voulais chanter que le ciel est bleu, que les fleurs sont belles, j'aurais choisi un autre genre musical. Mais moi, je viens du hip-hop, qui est à la base une musique engagée. Je me suis définitivement inscrit dans le reggae, qui est une musique qu'on connaît pour son engagement, pour sa proximité avec les plus faibles. Et donc, on va dire que fatalement, ma musique est engagée. Et puis, il ne faut pas oublier que moi-même, je viens des milieux populaires. Hein. Je ne suis pas un gars des beaux quartiers. Voilà. Et donc, de là où moi je viens, tout le monde n'avait pas la possibilité d'avoir la parole. Donc, chaque fois que l'un d'entre nous a la parole, il a l'obligation de bien dire. De bien dire. Combien d'années réellement totalisez-vous dans cette carrière musicale? C'est-à-dire, à quel moment? Parce qu'on a l'habitude de compter à partir de la sortie du premier album. Non, je veux dire, non. À partir de nos premiers enregistrements, datent d'il y a très longtemps. Non, officiellement, je devais fêter mes 31 ans de carrière cette année. On devait le faire l'année dernière, donc on célèbre, on va dire, grosso modo, mes 30 ans de carrière en cette année. Mais moi, j'ai commencé la musique super tôt. J'ai commencé la musique quand j'avais 11 ans. J'ai appartenu au premier orchestre quand j'avais l'âge de 11 ans, en tant que batteur et chanteur, parce qu'un de nos aînés... de la batterie. Voilà, moi j'ai commencé par la batterie. Et un de nos aînés qui était batteur à l'orchestre de la RTI, à Bois-Léon, avait créé un groupe d'enfants pour participer à l'émission de Roger Fulgence-Cassis, Podium. Et donc c'est comme ça que officiellement moi je fais mon entrée. Mais il ne faut pas oublier que pour des gens comme moi qui a eu des parents qui n'ont pas fait l'école c'était quelque chose de sacré. Moi, mon père, c'était un autodidacte. Et donc, pour lui, il n'y a rien qui peut être au-dessus de l'école. Et pour lui, être musicien, ce n'était pas un métier. Donc, j'ai dû, comment dire ça, mettre sous le teignoir mes envies musicales, terminer mes études. C'est quand je suis entré à l'université dans les années 90 que j'ai pu laisser libre cours votre passion pour la musique. Voilà, à l'université, qu'avez-vous étudié? Quelle est votre formation de base? Moi, j'ai fait langue étrangère parce qu'à la base, j'étais censé faire diplomatie. Donc, j'ai fait une maîtrise en espagnol. J'ai fait culture et civilisation latino-américaine comme spécialité. Et puis, j'ai fait anglais jusqu'à la licence. Voilà. Une tête bien pleine au service du reggae. Ouais, bon, on va dire, en tout cas, c'est ça que j'ai étudié. Et quand je suis entré dans la musique, je suis allé maintenant à l'école des technologies musicales de Genève pour faire un diplôme en musique assistée par ordinateur. Parce que, bon, on va dire qu'il me fallait une sorte de petit parchemin dans le domaine dans lequel
j'exerçais, quoi. J'ai fait des études de lettres et j'exerçais dans la musique. Il fallait Savoir combler un peu, voilà, les pieds. voilà, quoi. D'accord. Vous avez marqué 6 ans de pause avant la sortie de cet album. C'est bien 6 ans? Oui, Pourquoi autant ça de fait temps? 6 ans. En général, je mets 4 ans entre chaque album, à l'image d'une de mes idoles, qui est Michael Jackson. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que si quelqu'un comme Michael, qui a le talent, qui a les moyens financiers, qui a l'équipe qu'il faut, qui a tout l'encadrement qu'il faut, s'il met 4 ans, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois? Et moi, quand je sors un album, en général, on tourne avec l'album pendant au moins 2 ans. On fait une année au niveau local, une autre année au niveau international. Et puis, à partir de la 3e année, on commence à enregistrer le nouvel album. Et donc, fatalement, on arrive sur ça suit une méthode bien définie. Voilà, c'est une méthode qui était bien établie. Et sur le cas du dernier album, au moment où on arrivait dans les 4 ans, on s'est retrouvé avec la crise humanitaire du coronavirus. Du coup, quand tu rajoutes les 2 ans du coronavirus, tu te retrouves fatalement à 6 ans. Mais j'ai pris l'engagement depuis que je suis entré en studio pour enregistrer le Rag Africa, justement. J'ai pris l'engagement que maintenant, tous les 2 ans, on aurait un nouvel album. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Kajim. Tous les 2 ans, ça veut dire qu'en 2025, ça coïncide avec un événement, hein, l'élection présidentielle. Ah, tu vois. Pour un artiste engagé, est-ce que c'est pas prémédité? Pourquoi vous avez changé? Non. J'ai décidé de changer parce que je pense que je suis quelqu'un qui ne restera pas éternellement sur scène. Il doit me rester quelques albums à faire encore et puis après je retournerai à la pêche. Voilà. Ah bon, d'accord. On parlera tout à l'heure de la reconversion. Sur votre dernier album, Rag Africa, dont vous parliez tout à l'heure, figure un titre, Tu tournes film. Ce titre fait beaucoup parler de vous à moi, Kajim. Bon, vous parlez du président Alassane Ouattara dans ce titre? D'abord, je trouve presque malsain de réduire mon album à un 16e de ce qu'il est. Je pense que... Il y a 16 titres sur l'album. Voilà, il y a 16 titres sur l'album et puis on veut me réduire à un titre. Ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça quand je vois tout le travail qu'on a fait. Et je pense que les gens sont sur... tous ceux qui sont focalisés sur Tu tournes film, en réalité, n'ont pas écouté mon album. Parce que quand on a sorti l'album, pendant un mois, on était tranquille, quoi. Et puis, un matin, il y a un activiste du net qui a fait une vidéo pour expliquer que, en fait, dans la chanson, là, voilà ce que Kajim dit. Et c'est à partir de là que tout s'est emballé. Donc c'est une sorte d'éclaireur de conscience qui a provoqué cette levée de bouclier. Je ne sais pas s'il était en studio avec moi ou je ne sais pas quoi. Mais qui sait? Sur le départ, il a fait une vidéo. Ah, d'accord. Avec un photomontage où il disait que Kajim s'attaque à Ouattara face à la souffrance des Ivoiriens. C'est de là que tout part. Parce que moi, j'avais travaillé la veille jusqu'à tard. Et je me réveille le matin, j'ai pris 2500 messages inbox, j'ai des injures, des menaces, des morts, des quoi, un peu de tout. Ce que je veux dire, c'est que ça fait un peu plus de 30 ans que moi je suis en activité. Les gens peuvent retourner en arrière, écouter tous mes titres. Ils verront qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau en termes de thématiques et en façon dans la façon d'aborder mes thématiques par rapport à cet album. D'abord, moi j'ai fait des chansons qui doivent durer dans le temps. Des chansons qu'on doit pouvoir écouter dans 10 ans, dans 20 ans et qui sont toujours valables. Je suis trop intelligent pour faire une chanson contre un individu parce que les hommes passent. Et si demain le président Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, cette chanson restera valable parce que fondamentalement cette chanson parle de promesses non tenues. Et c'est une des tares dont se plaignent des populations africaines, mais depuis nos indépendances. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Et donc, je dis, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont décidé de me faire un mauvais procès ou de prendre ainsi leur part à la promo de l'album, mais moi
Donc ça vous fait de la promo. Je Mais dis, vous avez parlé tout à l'heure de menaces. Vous recevez des menaces de mort, vous avez dit. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça la promo. Moi, je dis, quand les gens même... J'ai entendu des gens dire sur Internet que je veux faire le buzz, que je m'attaque au président de la République parce que je veux faire du buzz. Mais tous ceux qui font le buzz au pays, c'est là qu'ils s'attaquent au président. Je dis, et quiconque me connaît, c'est que moi, je suis loin du buzz. Je suis peut-être un des artistes ivoiriens les moins people. Je ne suis pas dans ça, moi. Je suis, voilà, dans... Et peut-être même que si ils avaient écouté l'album, ils se seraient rendus compte qu'il y a peut-être des titres même plus critiques que ceux dont ils parlent. Mais je veux dire, comme un peu à la manière de quelqu'un qui est pris dans un tourbillon ou dans un ouragan, il y a des choses qui arrivent et puis tu es réduit à regarder ces choses-là aller jusqu'à leur fin. Moi, je regarde ça y aller. Ça fait que sur cet album, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais on n'a même pas encore pu déployer ce qu'on voulait faire en termes de promo. Parce qu'on est comme phagocyté par cette polémique-là, sur ce titre-là. Par cette polémique-là. Donc, bon, nous, on les regarde faire. D'accord, mais comment quand ils seront fatigués, voilà, nous, on essaiera de prendre le travail. D'accord. Comment se comporte l'album sur le marché? L'album se comporte bien. Quand on l'a sorti, c'est peut-être pour moi le meilleur démarrage d'album que moi j'ai eu. C'est Raga Africa, à part La Voix du Ciel. Raga Africa, c'est un des albums qui rassemble vraiment tous les suffrages, parce que c'est un album qui est très éclectique. On a essayé musicalement de s'ouvrir au maximum, parce que la thématique de l'album, c'était de montrer le voyage que fait notre musique, qui part d'Afrique, c'est-à-dire les rythmes africains, qui partent d'ici, qui passent par les Antilles, et la Jamaïque, et qui arrivent aux États-Unis. Donc, on part des rythmes africains, on retrouve des soupçons de zouk, de compas, on arrive au reggae, et puis on arrive aux États-Unis avec des sons plus hip-hop, un peu plus drill, rap et tout. Donc, je veux dire, c'est un album pour moi qui apporte une nouvelle vibe, et puis même au niveau des thèmes, il y a une variété de thèmes qui sont abordés. Il faut que les gens prennent le temps d'écouter, parce que je connais des gens qui m'ont envoyé des messages. Oui, il paraît que tu as fait ça. Je dis oui, mais plutôt que de dire il paraît que tu as fait ceci ou que tu as fait cela, allez écouter l'album et faites-vous votre propre idée. Voilà. On sent un peu, on a l'impression que le reggae est un peu en perte de vitesse ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'une impression. C'est une impression. Bon en perte de vitesse par rapport à Abidjan était quand même la 3e capitale du reggae mondial après Kingston et Londres. Est-ce qu'aujourd'hui on a moins d'artistes reggae, on a moins d'albums reggae, on a moins de spectacles reggae? Peut-être qu'il y a moins de diffusion de reggae dans nos médias. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. La Côte d'Ivoire est un des rares pays au monde, après la Jamaïque, qui est connu pour son reggae. Parce que même quand on parlait de Londres comme 2e capitale, à Londres, c'était les Jamaïcains qui étaient là-bas. Donc, en réalité, la 2e, c'est Abidjan. Mais on est un des rares pays connus dans le monde pour son reggae, et dans lequel on n'entend pas beaucoup de reggae dans les réseaux officiels. Est-ce que le reggae intéresse toujours autant les mélomanes? Le reggae intéresse autant les mélomanes. Le reggae est un des rares genres musicaux qui a ses salles qui lui sont dédiées ici à Abidjan, qui ne désemplissent pas chaque fois qu'elles sont ouvertes. Et même, je taquinais les jeunes frères du Coupé Décalé pour leur dire que la chanson la plus célèbre du Coupé Décalé, c'est un reggae. Je gagne tant des Arafat. Et donc, bon, quand après ça, tu viens me dire que le reggae perd la cote, moi, je rigole un peu. D'accord. Et on va changer carrément. Bon, toujours dans l'univers reggae. Quels sont vos rapports avec les autres reggae makers? Moi, j'ai d'excellents rapports. J'ai de très très bons rapports avec Ismaël Isaac, qui est mon grand frère de quartier. C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis tout petit. Il y avait deux avenues entre nous, tu vois, à Trècheville. Donc moi, je le connais depuis l'époque d'Ismaël Isaac et les frères Keita. Et c'est aussi celui qui m'a, pour la première fois, mis en première partie de ce spectacle. Donc on a des rapports vraiment de grand frère, petit frère. Tout le monde connaît mes rapports avec Naftali, qui est un peu mon mentor, mon grand frère dans le milieu.
Il y avait Feu Speed Goda aussi Tangara qui Speed Goda. était là. Bon, j'ai été directeur des programmes de Alpha Blondy FM sur une certaine période pour te dire les liens que j'ai avec le vieux père. Et puis bon, tout le Pourquoi monde... ça s'est arrêté? Non, c'est parce que non seulement je quittais Abidjan, puisque je n'habitais plus à Abidjan, j'étais en train de déménager et puis voilà, je passais à autre chose. Mais Il n'y a pas eu de brouille. Hein, ça a été... non. Il n'y a même pas de possibilité de brouille entre Alpha Blondy et moi. Non, c'est même pas possible. Vous avez écrit un livre, Oui. Le petit garçon qui peinait à parler. Yes. Et est-ce que cette histoire n'est pas un peu autobiographique? C'est un recueil de nouvelles qui a des relents autobiographiques, c'est clair. Mais moi, je ne suis pas très bon pour faire, on va dire, pour rester autant dans la musique. Je pars d'un fait et j'essaie de généraliser. Autant dans mes romans, tu vois, j'essaie de faire en sorte que l'imaginaire des gens puisse s'ouvrir le plus possible. Donc si je pars d'un fait réel, très très vite, j'élargis le champ pour que ça touche le maximum de personnes. Vous ne restez pas centré sur vous-même. Voilà, parce que si ce n'est que mon histoire, c'est pas si intéressant que ça. Moi, on considère par exemple que quelqu'un comme Ismaël Isaac, c'est un petit garçon qui peinait à parler d'une autre façon, parce qu'Ismaël Isaac, tout le monde le connaît, il souffrait d'un handicap physique, c'est quelqu'un qui n'avait pas été scolarisé et tout, mais malgré ça, tu vois, il a surmonté toutes ces embûches-là pour déployer ses ailes, pour être aujourd'hui un des chanteurs africains les plus connus dans le monde. Et pour moi, ça, c'est le genre d'exemple qu'il faut montrer aux gens, dire aux gens qu'il faut mettre nos complexes à l'amende. Comme le dit Youssoufa, ne pas se laisser freiner par les premiers obstacles qu'on rencontre, quoi. Et l'histoire du petit garçon qui peinait à parler, c'est un peu ça. Dire à tous les jeunes qui souffrent des mots comme le bégaiement et autres que c'est peut-être un frein à un moment donné de votre vie, mais il y a des gens très connus dans le monde qui sont des bègues, qui ont surmonté leur bégaiement. Même Alpha Blondy dont on parle, voilà, voilà, et c'est lui-même qui me l'a dit. Il y a de nombreuses stars dans le monde qui sont des gens qui souffraient de bégaiement, qui ont surpassé ça et qui aujourd'hui s'expriment aisément. Voilà. D'accord. On va changer carrément de domaine, toujours collé au reggae. Yes. On change de domaine en restant collé au reggae. Vous faites du reggae, vous adoptez un style Rastafari. C'est quoi votre vision de Dieu? Vous êtes Rastafari, vous êtes Rasta ou vous adoptez juste le style? Non, il faut que ce soit clair. Moi, je l'ai toujours dit et je le clame. Moi, je suis Rasta. Mais je ne suis pas le genre à parler de mes croyances religieuse, parce que pour moi, ça me concerne moi et le Créateur. La seule façon que j'ai, moi, de convaincre des gens d'essayer de vivre comme moi, c'est de vivre de la meilleure façon possible pour que ça donne envie aux gens. Ce n'est pas par des théories fumantes ou fumeuses que je vais convaincre qui que ce soit. Et mon but n'a jamais été de convertir qui que ce soit en mètres cubes ou en centimètres carrés. Non. Je suis un Rasta avec tout ce que cela sous-entend. Maintenant, je connais tous les préjugés qui vont avec, mais toutes ces choses-là, je les assume aussi. Parce que si j'ai suffisamment de vécu aujourd'hui pour savoir que ce n'est pas ce que les gens pensent de moi qui fait de moi ce que je suis, tu vois. Et donc, il faut que je veux que ce soit clair. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas un people. On ne sait pas beaucoup de choses de votre vie privée en 30 ans de carrière. Oui, mais on ne sait même pas. Kajim est marié, il a des enfants. Oui, c'est voulu de cacher tout ça? Ma vie artistique est publique. Et puis, j'ai ma vie, justement, qu'on dit privée. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est ça qu'on veut rendre public, ce qui est censé être privé. Et donc, moi, je ne veux pas que mes enfants aient leur vie empoisonnée par par le fait que leur papa est connu ou quoi. Il faut qu'elles puissent avoir leur vie d'enfant, qu'elles puissent se développer
tranquillement faire les études qu'elle veut faire. D'accord. Kadjim a ouvert un restaurant à Jacquesville. L'Hacienda, c'est ça? Oui, l'Hacienda, on va dire, c'est une résidence d'artistes. Il y a un côté restauration. À la base, c'est un espace artistique qui est ouvert au grand public. Ce n'est pas destiné qu'aux artistes, parce que quand on dit que c'est une résidence d'artistes, il y a des gens qui disent nous autres là, on n'est pas artistes, on ne peut pas aller là-bas. Non, c'est une résidence d'artistes parce que c'est un endroit où on peut mettre des artistes en résidence, c'est-à-dire réunir des artistes autour d'une création, autour d'un thème pour travailler, autour d'un projet. Parce que quand moi je suis rentré de Suisse, le problème que j'avais, c'est qu'on n'avait pas ce genre d'espace ici. C'est-à-dire, on se rencontre dans des concerts, on parle de projets, mais un espace où on peut venir se retrouver pour créer ensemble, pour discuter ensemble, ou même pour engager des formations ensemble, on n'avait pas. Et à défaut de trouver l'espace, je me suis dit qu'il fallait le créer. Et donc on a travaillé depuis environ 4 ans. Aujourd'hui, on ouvre la Hacienda, on a commencé des activités, on a un club de lecture pour enfants, on a un restaurant, c'est un immense jardin dans lequel justement on peut faire un certain nombre d'activités, et je pense que c'est une excellente chose parce que c'est un des outils qu'on attendait pour mettre en œuvre un certain nombre de projets comme des formations à l'endroit de nos petits frères, quoi. Voilà. C'est la reconversion qui se prépare. Dans notre métier, la transmission est super importante. Si tu fais des disques, si tu as un certain succès, mais que tu n'impactes pas les nouvelles générations, si tu ne transmets pas, mais demain, quand tu n'es pas là, c'est fini. Hein. Voilà. Et donc, il est important de le faire. Peut-être que je vais me reconvertir dans l'encadrement, peut-être pas, mais pour moi, il était important de mettre l'outil en place. Peut-être même que c'est un autre artiste qui viendra le diriger je n'en sais trop rien, mais il était important de mettre l'outil en place et de voir tout ce qu'on peut développer avec, quoi. D'accord. Quels sont les projets à court ou moyen terme? Vous avez des dates que vous préparez? La plus grande, c'est le 7 octobre au Palais de la Culture pour la célébration de mes 30 ans de carrière. On vient de sortir l'album, donc on a un certain nombre de dates qu'on va déployer à travers le pays, vu qu'on on est en train de faire un peu le tour des clubs au niveau d'Abidjan, et on va aboutir, on va dire fatalement, vers le 7 octobre. Après ça, on va reprendre les dates européennes, puis vu que depuis que l'album est sorti, on est plus en Afrique, parce que je suis sorti du pays, mais plus en Afrique. Pour nous, il était important d'asseoir un peu les bases de l'album ici, avant de repartir à l'assaut du monde. Donc, on est donc focalisé sur la promo, la proximité avec les fans pour leur faire découvrir l'album. On va faire la grande apothéose le 7 octobre, et puis après ça, on va essayer de déployer les ailes hors du continent africain, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Kadjim. Votre mot de fin? Mon message est à l'endroit de tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. Je ne suis pas l'artiste le plus sponsorisé. Et si j'ai pu tenir une trentaine d'années, c'est parce qu'il y a des gens qui sont avec moi, qui m'accompagnent depuis ces années-là. Donc je tenais à leur dire merci. Et j'aimerais envoyer un message à l'endroit de la jeunesse d'Africa. Rappeler à tous les jeunes que nul ne peut faire de meilleurs projets pour nous que nous-mêmes, parce que nul n'a créé un emploi pour le premier homme sur la terre. C'est Rastaman qui dit ça, il ne faut jamais l'oublier. Okay. Merci beaucoup, Kadjim. C'est moi qui te remercie. Mais amis internautes, c'était De vous à moi avec Kadjim. C'était un moment très intéressant à vivre pour nous et pour vous aussi, nous l'espérons. À très bientôt pour un autre numéro de vous à moi.